maintenant un petit peu plus de 13 ans, je faisais la découverte d'une nouvelle sensation pour moi. J'étais dans ma petite voiture, avec à côté ma petite compagne, et derrière un petit siège auto tout neuf, et dedans un tout petit bébé tout neuf aussi. Le truc, je conduisais plus du tout pareil. Si ça vous a fait ça aussi, mais à chaque carrefour, j'avais super peur que quelque chose se passe. Tout à coup, dans ces 20 secondes-là, au moment de faire ces premiers kilomètres, là, j'ai senti ce qui venait de se passer. J'ai senti le poids de ma responsabilité qui venait de doubler. Et dans ce moment de grande vulnérabilité, quoi, grosso modo, j'avais quand même la trouille, je ne savais pas où j'allais. Je me trouvais tout à coup extrêmement à ma place. Je me trouvais connecté fort à ce petit être qui était là derrière, qui ne me connaissait pas encore, ou à peine, et puis à ma compagne, et puis peut-être à toute cette lignée d'ancêtres. Je sais pas, je suis pas quelqu'un de très spirituel, mais s'il y a bien une expérience un peu spirituelle, j'ai l'impression que c'est celle-là, celle de donner naissance. Pourtant, c'est quelque chose de très très banal, non ? Et en même temps tellement extraordinaire, quelque chose de tellement ancré dans une tradition et tellement personnel. Je sentais vraiment cette connexion, cette responsabilité et cette plénitude à ce moment-là, je m'en souviendrai toujours. C'est peut-être à cause de ce moment-là que j'ai voulu, après, dans le reste de ma vie, toujours être plus connecté, me sentir toujours plus dans ce mouvement-là. Et vous, à quoi est-ce que vous êtes connecté ? Est-ce que vous êtes connecté à l'essentiel ? Est-ce que vous êtes connecté aux gens qui sont importants pour vous, aux choses qui sont importantes pour vous, à vous-même? Est-ce que vous êtes connecté à vous-même? Pas assez. Il y a 4 ans, j'ai cofondé un collectif de consultants dont la mission est de reconnecter le travail ou reconnecter au travail. L'idée, c'est véritablement de permettre que le travail soit aussi le lieu d'une connexion envers soi-même, envers les autres, envers le sens de ce qu'on fait. L'idée derrière, c'est aussi, on en a parlé, l'actualité nous le rappelle, qu'il faut réinventer les façons d'être ensemble et de faire ensemble. On doit faire mieux. Il y a urgence, absolument. Alors, c'est pas qu'on fait tout mal. Je veux dire, en tant qu'espèce humaine, Homo sapiens, on a élevé la collaboration à des niveaux qu'aucune autre espèce a réussi à faire, et c'est incroyable. Moi, quand je mange un spaghetti bolognaise, par exemple, je ne sais pas si ça vous le fait, mais je pense, je ne sais pas, aux milliers de personnes qui sont concernées. C'est-à-dire que pour faire la recette du spaghetti bolognaise, il y a des centaines de personnes qui y sont passées, en terminant par ma maman, qui est quelque part par là, et puis la personne qui a fait la tomate, qui a inventé la culture de la tomate, qui l'a ramenée en Europe, la personne qui a inventé la fourchette, qui a fait la table. Enfin, je ne sais pas, on est sûrement 2000, 5000, juste vraiment concernés par ce spaghetti-là que je suis en train de manger maintenant. C'est clair que tout seul dans la forêt, on tient 3 jours à tout casser, quoi. Donc c'est cette collaboration qui fait ce qu'on est. Donc c'est pas qu'on est nul, mais bon, malgré tout, faut quand même être honnête. L'actualité, encore une fois, est là pour nous le rappeler. Il y a urgence à ce qu'on fasse mieux. Trop souvent, on parle beaucoup d'intelligence collective, c'est quand même très à la mode. Et bon, malheureusement, il suffit pas de mettre des gens dans une pièce pour que l'intelligence collective naisse toute seule. Il y a quand même très souvent, à ce moment-là, de la bêtise collective qui naît, honnêtement. Il y en a pas mal. Et donc mon métier, une manière de faire ce métier, c'est d'essayer de s'arranger pour que quand on met plusieurs personnes ensemble, il y a de l'intelligence collective qui sorte plutôt que de la bêtise collective. Voilà. Au début de ma carrière, j'ai rencontré une dame qui faisait le nettoyage dans une haute école, pas loin d'ici. C'était un peu difficile dans cette haute école. Les profs étaient pas au top de la motivation. Nous, on avait un peu l'impression d'être dans une guerre civile un peu là-bas. Mais la dame, elle était radieuse et je lui demande, et alors, comment ça va de bosser ici? C'est génial. Là, ce que j'ai fait récemment. Et elle me parle de beaucoup de choses, et notamment ce qui m'a marqué, c'est moi, quand j'arrive dans une salle de réunion, je mets toutes les canettes alignées là, 5 par 5, avec la marque qui fait face aux gens qui arrivent. Elles sont bien fraîches et tout. Et on voyait que l'idée venait d'elle. On voyait qu'elle avait reçu un merci ou une dizaine de merci francs pour ça, au lieu d'une bête machine à café à moitié froide. Ça faisait une connexion qui était très claire pour elle.
Et puis un petit peu plus loin dans l'interview, malheureusement, il fait « Oui, enfin, il y a quand même la fois où Jean-Louis, appelons-le Jean-Louis, son chef, avait voulu absolument que je nettoie avec du produit à la lavande ou au citron, alors qu'elle voulait l'inverse. » Et là, on voyait qu'elle partait dans une mine beaucoup plus triste. Donc, nous accompagnons au quotidien des organisations, grandes ou petites, pour qu'elles réinventent leur mode de fonctionnement, qu'ils aillent vers quelque chose qui soit plus connectant, qui permette de se connecter. À quoi ça peut bien ressembler? L'exemple nous en parle un petit peu. Il y a, dans l'exemple que je viens de citer, il y a l'autonomie, d'accord? L'autonomie de pouvoir faire certains choix, de pouvoir prendre des initiatives. Évidemment, l'autonomie, elle n'est pas toute seule. On ne peut pas juste non plus imaginer que la personne qui nettoie le sol va participer à toutes les décisions de la boîte. Oui, ça c'est un truc, on pense que les gouvernances collaboratives, c'est une manière de les appeler, c'est un truc où tout le monde décide ensemble. Ah oui, c'est un truc où tout le monde décide ensemble. Ouais, mais en fait non. L'idée, ça va être de décider ensemble d'un cadre. Donc voilà, on va décider ensemble du rôle, on va décider ensemble des règles qui s'appliquent à tout le monde. Et puis, une fois qu'on a décidé ça, on va essayer de se foutre un peu la paix et de se laisser justement cette autonomie. Et que si la personne qui est la gestionnaire de salle de réunion décide de mettre des canettes et qu'elle a pesé le pour et le contre, elle va le faire. Et si elle choisit tel produit de nettoyage, peu importe où qu'on soit dans cette hiérarchie, on ne va pas pouvoir lui imposer notre choix. Alors, ça parle de beaucoup de choses, ça parle d'horizontalité aussi et de verticalité. Une autre grande idée, c'est ouais, je sais, ça c'est les boîtes horizontales. Je sais, c'est les flats machin là. Voilà, je sais probablement qu'une bonne partie d'entre vous s'est dit ça. D'ailleurs, j'entends encore pas mal de parler de ça dans la presse quand on parle de ce genre de forme de gouvernance. Mais en fait, non. Il reste une verticalité qui est super importante. C'est-à-dire dans la nature, tout est vertical. Donc, je ne sais pas, ces quelques cellules se sont assemblées pour former un tissu, qui s'est assemblé pour former un organe, qui s'assemble pour former un système, qui s'assemble pour former un... Bon, voilà, et il y a des dizaines d'étages comme ça, et c'est très naturel. Et on a besoin de ces étages pour gérer une complexité. Par contre, ça ne veut pas dire que l'étage du dessus est forcément le chef de l'étage d'en dessous. Et c'est là que ça devient important. C'est là que ça devient important alors de créer des nouvelles règles. Ok, mais qui décide de quoi? Comment on fait ça? Et donc, effectivement, de définir ensemble ce cadre, de participer à une définition de ce cadre. Que ce cadre soit aussi plus flexible. C'est-à-dire que, peut-être dans l'entreprise un peu classique, je ne sais pas, prenons un autre exemple, je suis infirmier dans un hôpital et je trouve que la communication avec le service informatique n'est pas terrible, etc. Bon, le truc classique, on l'a entendu encore, c'est de se plaindre à la machine à café. Ah, c'est quand même nul, etc. Bon, le truc qu'on peut faire un petit peu mieux, c'est peut-être en parler à son manager. Ouais, ok, il n'y a peut-être plus de manager maintenant. Ou est-ce qu'on peut remonter l'information, un grand classique. Est-ce qu'on peut faire mieux que remonter l'information? Ben oui, on peut proposer une solution, c'est pas si incroyable, et donc proposer de créer un nouveau rôle dans l'organisation. Un rôle d'intermédiaire entre les infirmiers et le service informatique de l'hôpital. Et à qui je vais proposer ça? Je vais proposer ça au comité de direction? Ben non, je vais proposer ça localement à mon équipe, et si dans mon équipe, personne ne voit d'objection, personne ne voit de problème à ce qu'éventuellement on essaye ce nouveau rôle, eh ben, c'est accepté, et on est parti, et on y va. Donc, un petit peu bye-bye les descriptions de fonctions, où j'étais juste infirmier avec ma place bien claire dans l'organigramme. Peut-être que demain, je vais inventer un rôle qui va être quelque part d'autre complètement dans l'organigramme et dans la hiérarchie, au niveau plus 7, moins 4, plus 2. Moi, dans ma boîte, j'ai 10 rôles, 12 rôles, qui sont à différents niveaux de la hiérarchie, et dans certains cercles, on les appelle des cercles, ces équipes, dans certains cercles, je suis le lead de 4 autres collègues, et dans d'autres cercles, ces collègues sont mon lead, et voilà, il n'y a pas de souci avec ça, ça se passe très bien. Donc tout ça, ça nous parle de cette horizontalité. Une autre chose très importante, c'est les espaces de parole. Donc ça doit être des boîtes où la parole se libère, et ça, c'est un sacré challenge. Je vais en parler plusieurs fois, mais donc changer la structure, par exemple changer la possibilité de faire un rôle ou un autre, ok, ça c'est changer la structure, changer les règles de décision, changer la structure. Et puis derrière, une fois qu'on a changé ça, il faut que les gens utilisent cette nouvelle structure d'une bonne manière. J'ai l'habitude d'utiliser la comparaison, c'est comme quand on fait une opération chirurgicale, il y a l'opération, ça c'est changer la structure, et puis après il y a toute la kiné, c'est apprendre à utiliser le truc. Et parfois les gens ils pensent qu'il suffit par exemple de virer la pointeuse, et ça y est, les gens vont être autonomes. Ben non, il y a tout un travail de kiné à faire derrière qui va être très important. Donc des espaces de parole, il ne va pas suffire de les ouvrir,
Une des déceptions quand on arrive en tant que consultant, on pense qu'on va ouvrir la salle de parole et que tout le monde va arriver en disant ouais génial, voilà Martin et son équipe qui viennent nous libérer, on va parler. En fait non, ça se passe pas trop comme ça. Ils ont peur de ce qu'on est en train d'amener, ils nous craignent, ils se disent ah voilà encore la énième bande de consultants, on les connaît, leurs projets de changement, etc., etc. Bon. Donc on va essayer d'amener petit à petit, en montrant par des exemples et par nos actes que franchement, quand on propose quelque chose, on le met en œuvre. Ça va demander extrêmement beaucoup de confiance de la part des anciens leaders, des anciens chefs, en particulier du CEO. Un autre espace de parole super important, c'est l'espace de parole interpersonnel. Donc il n'y a pas que les réunions. Bon, les réunions, c'est toute une affaire. Hein. Bien gérer ces réunions, changer. Tout le monde est en réunionnite, hein, partout. Donc ils ont super peur qu'on arrive. Ah, voilà encore des réunions, des consultants qui vont nous forcer à aller en réunion. Et dans un premier sens, c'est vrai, on les invite effectivement à essayer d'aller en réunion pour voir comment on peut faire moins de réunions. Mais on a besoin d'un peu de réunions pour ça. Bon, donc au début, ils nous détestent un peu, beaucoup, ça dépend, hein, ceux qui sont un peu plus humanistes, un peu moins, bon voilà. Mais l'interpersonnel, ça c'est encore le niveau supérieur. C'est-à-dire, comment je peux dire à quelqu'un que son comportement me dérange, alors que j'ai plus de chef. Parce qu'avant, le truc est évidemment de nouveau classique, soit je me plains à la machine à café, soit je vais chez le manager en disant, tu sais quoi, manager, il y a lui, il arrive toujours en retard aux réunions. Oh. Et alors le manager, il doit prendre son bâton et il doit dire, on ne peut pas arriver en retard aux réunions. Bon, je ne sais pas si on a vraiment envie de ce modèle-là dans une organisation qui reconnecte, non. On a le mandat, soit d'aller trouver Jean-Michel, qui arrive systématiquement en retard en réunion, et de lui dire que ça ne nous plaît pas. Jean-Michel, en face, il va nous rétorquer que c'est sa liberté, que c'est son autonomie, etc. Et on va discuter avec lui pour voir comment on trouve quelque chose qui nous permet un terrain d'entente, une vraie discussion, en utilisant une communication spécifique, on va appeler authentique et bienveillante, ou communication non violente pour ceux qui connaissent l'outil. On va devoir former tout le monde à ça. Okay, donc on va mélanger des techniques qui vont changer les structures de prise de décision, apporter des nouvelles manières de faire des réunions, etc., avec quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de la kiné, là, qui est d'apprendre aux gens à être en relation authentique les uns avec les autres. Dans les compliments aussi, ça se voit d'ailleurs. Il n'y a pas que de dire aux gens les choses qui ne vont pas, même dire aux gens les choses qui vont bien. Genre moi, le truc qui commence vraiment à me glacer, c'est « bon travail, Martin ». Genre, oui, mais en fait, tu te places au-dessus de moi pour juger mon travail et en fait, bon travail, Martin, c'est pas beaucoup mieux que tu as vraiment fait un travail de merde. Enfin, il y a la même relation entre nous. Pourquoi est-ce qu'à la place, on ne peut pas essayer de dire quand tu as pris la parole en réunion, dis donc, ça m'a vachement inspiré, tu sais quoi, ça me donne vachement confiance de bosser avec toi, je me sens en sécurité. C'est complètement différent. Et là, on établit une relation d'égal à égal. Moi, je me sens super valorisé pour des choses précises. Et voilà, on peut bosser ensemble. On a mis en place quelque chose qui est beaucoup plus connectant pour nous deux et pour tout le système. Alors, comment on y va ? Pas à pas, évidemment. Et puis, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, tout ça. Et petite boîte, grande boîte, ça va être complètement différent, évidemment, chacun son modèle. Donc, pour une petite ASBL de 12 personnes, on ne va pas fonctionner de la même manière que pour une multinationale de 20 000. Mais il est clair, on a des exemples dans tous les domaines, de toutes les tailles. Alors, on a des exemples d'échecs et des exemples de réussite, mais il n'y a pas forcément un endroit où on ne peut pas trouver un modèle. Quand on a cette vision-là, finalement, une vision qui veut reconnecter, on n'a pas un endroit où on ne peut pas apporter son premier pas. J'ai aussi tous mes potes qui me disent il faut vraiment que tu fasses ça chez nous. Hein. Mais on n'est pas prêt. Hein. Ouh là là, on n'est pas prêt. Mais non, mais personne n'est prêt. Parce que aussi, il n'y a pas de fin à ce chemin. C'est un chemin qui continue. Et donc, il y a un pas à faire. Et à un moment, on est prêt à faire ce pas. C'est-à-dire qu'on va se poser ensemble, on va regarder là où on en est, notre maturité collaborative actuelle, ce qu'on a pu faire par le passé, et qu'est-ce qu'on peut espérer faire comme premier pas dans la bonne direction. Ce premier pas, ça peut être travailler sur la relation authentique uniquement. Ce premier pas, ça peut être faire des pilotes avec des cercles sans manager. Un premier pas, ça peut être clarifier les rôles et responsabilités. Ça peut être repenser certains processus managériaux comme la gestion de la performance, les évaluations. Ouh là là, les évaluations. Quel bazar, truc incroyable. Mais c'est très passionnant hein, de revoir tous ces processus qui dépendent très fondamentalement de cette relation de dépendance au manager qu'on a et qui sont nécessaires à être revus tous entièrement pour les refaire.
Donc, les petits, les grands, peu importe, on va faire son pas, on va faire le pas qui nous convient. J'ai envie de dire, nous, on n'en a pas vu qui ait vraiment eu envie de faire machine arrière. Une fois que c'est lancé, c'est lancé. Personne n'arrive exactement là où il voulait arriver, dans le temps où il voulait arriver. Les projets, le plus grand projet sur lequel on est occupé avec une entreprise de 2000 personnes, eh ben, ça fait 2 ans et demi et ça continue. D'accord. Donc il y a du taf, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a beaucoup de boulot à faire pour voilà, beaucoup de kinés. Hein. Au début, l'opération, ça va, honnêtement, ça se passe bien. Et puis après, il y a tout le travail derrière. Se mettre à le faire humblement, avec une vision authentique aussi. Un des problèmes qui existe et qu'il faut pouvoir regarder en face, c'est le collaborative washing. Exactement comme le greenwashing, c'est à la mode, donc il y a moyen d'essayer de faire semblant qu'on veut le faire sans le faire vraiment. Comment est-ce qu'on peut véritablement chercher une performance? Parce que c'est ça qu'on cherche, là il n'y a pas de problème. On cherche une performance ensemble, on cherche à s'améliorer, mais pas en pressant plus subtilement, en connectant véritablement. Et là, il y a vraiment du travail à faire pour faire attention. Nous, chez Fusis, on est convaincus qu'on peut trouver tous des meilleures manières de faire ensemble. On vous invite simplement, humblement, à faire votre premier pas. Merci.